Alors bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Frédéric Ledan du CRTL Occitanie et je suis accompagné aujourd'hui par Julia et Coralie de Google Atelier Numérique. Donc elles vont se présenter elles-mêmes, hein. C'est en fait elles qui animent l'atelier d'aujourd'hui sur comment bien préparer une campagne de publicité en ligne. Donc cet atelier, en fait, il s'inscrit dans un programme d'une vingtaine d'ateliers organisés par le CRT en partenariat avec plusieurs partenaires, dont Google Atelier Numérique, sur des sujets très différents, mais qui concernent essentiellement les petites entreprises du tourisme, donc sur la commercialisation, comment on gère un channel manager, sur la performance, comment on fait de meilleures photos avec un smartphone, et puis là, en l'occurrence, sur la visibilité en ligne. Donc avec Google Atelier Numérique, on a toute une série de sujets qui déjà ont été traités sur sa fiche établissement, sur le SEO. Et donc, vous pouvez déjà revoir des replays via le site pro du CRT. Et puis, il y en aura d'autres puisqu'on en fait un par mois. Sauf que là, on va faire une petite pause parce que c'est la saison, vous avez tous beaucoup de travail. Donc, le prochain, en fait, il sera en septembre. Pendant l'été, on fait une pause sur les ateliers. Alors, un petit mot technique pour ceux qui nous rejoignent là pour la première fois et si vous n'utilisez pas souvent Zoom. Bon, c'est normal qu'on vous voit pas parce que les micros et caméras sont éteints. Vous pouvez discuter et puis participer donc en discutant via l'onglet Discuter ou Converser qui est affiché dans la barre au bas de votre écran. Et donc, à tout moment, nous poser des questions ou faire des commentaires. Et puis, Coralie, la modératrice, va les lire. Et puis, de temps en temps, pas systématiquement à chaque fois, mais régulièrement pendant la session, on fera une petite coupure et Coralie posera à Julia vos questions qui répondra. Donc, peut-être en décalé, hein, pas forcément au fur et à mesure. S'il y a beaucoup de questions, on va essayer de répondre à un max de questions quand même. Mais bon, donc n'hésitez pas à les poser. Voilà, alors avant de leur laisser la parole, je vais quand même partager un petit sondage. Je l'affiche, je lance, voilà. Normalement, vous devez le voir affiché sur votre écran pour savoir un petit peu où vous en êtes déjà avec la publicité. Et ça leur permettra à Coralie et Julia d'adapter un petit peu la présentation éventuellement. Donc, vous pouvez voter, hein. Il y a plusieurs choix possibles. Est-ce que vous avez déjà fait une campagne Google AdWords? Est-ce que vous avez déjà fait de la promotion ponctuellement sur des plateformes de réservation comme Abritel, Airbnb ou autre? Est-ce que vous faites de l'emailing pour vos clients? Est-ce que vous avez acheté de la publicité sur Facebook ou sur d'autres réseaux? Ou est-ce que vous avez fait d'autres publicités en ligne? Donc voilà, il y a déjà 35, 30, 40% des gens qui ont voté. Alors j'attends encore quelques secondes que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis je vais mettre fin au sondage et on va afficher les résultats. 60% d'entre vous avez déjà voté. Allez, encore 10 secondes. Effectivement, il n'y a pas l'option rien. Il n'y a pas l'option rien. Mais donc, si vous avez répondu à aucune des questions, c'est que vous n'avez pas fait de publicité en ligne jusqu'à maintenant. On prendra en compte le taux de non-réponse. Oui, c'est ça. Donc, allez, j'affiche, je mets fin au sondage. 66% ont répondu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Je pense que vous pouvez le voir, voilà, si je partage les résultats ici. Donc, campagne Google AdWords, vous êtes 19% à en avoir déjà fait une. De la promo ponctuelle chez des OTA ou sur des plateformes de réservation, vous êtes quand même nombreux, 42% à en avoir déjà fait. De l'emailing, 21%. 33%, un tiers, vous avez acheté de la publicité sur des réseaux sociaux et 30%, vous avez fait d'autres publicités en ligne. Voilà, j'arrête le partage. Merci pour votre participation. Et du coup, là, c'est parti, hein. Je te laisse la parole, Julia. Très bien, mais merci beaucoup Frédéric et pour ce super sondage qui introduit bien la thématique. Je vous pose la première question dans le chat afin de rebondir sur les autres publicités, tous ceux qui ont voté autres. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, dans le chat quelles ont été ces autres publicités que vous avez réalisées? En tout cas, merci d'avoir participé au sondage. Fanny, eh bien, c'est toute la question qu'on va répondre aujourd'hui. Identifier ce qu'on appelle les régies publicitaires, à savoir à quel endroit vous pouvez bien créer vos campagnes publicitaires et donc sur quel emplacement. Et Google AdWords en fait partie. C'est la régie publicitaire côté Google, comme on va le voir pour les réseaux sociaux et d'autres régies.
En tout cas, merci. Alors, Le Bon Coin pour Laurence, d'accord, très bien. Était possible de qui n'ont pas coché les cases. Alors, Hélène, je n'ai pas bien compris votre question. En tout cas, je prends en compte que pour ceux peut-être qui n'ont pas voté, c'est que vous faites partie de ceux qui n'ont jamais fait de publicité. Donc, c'est super parce que la thématique du jour est vraiment là pour se préparer à réaliser ses premières campagnes publicitaires. On ne va pas du tout voir comment configurer une campagne sur Google Ads ou sur Facebook ou sur Instagram, par exemple. On va vraiment juste voir les prérequis, ce à quoi il faut eh bien, s'attarder avant de se lancer en publicité, car comme j'aime bien l'illustrer, rien ne sert de mettre de l'eau dans un vase percé. Donc là, c'est vraiment ça. Se lancer dans une stratégie de publicité, eh bien, ça correspond à investir de l'argent et du temps aussi, soit parce que vous gérez vous-même vos campagnes ou alors vous déléguez la tâche à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, c'est un investissement notable. Donc, eh bien, on va s'assurer aujourd'hui d'avoir tous les bons prérequis et la bonne stratégie pour faire en sorte que chaque publicité soit le plus rentable possible. Donc, effectivement, on vous a bien introduit le chat. C'est comme ça qu'on va communiquer et Coralie sera là pour me poser à l'oral vos questions, les principales questions. Donc, nous sommes Google Atelier Numérique. Ça fait plusieurs fois qu'on intervient avec le CRT donc pour pouvoir vous donner des conférences pour monter en compétences, que vous montiez en compétences sur comment gagner en visibilité numérique. La bonne nouvelle, c'est que donc, ce live sera disponible en replay et que vous pourrez retrouver l'intégralité des informations de notre programme Google Atelier Numérique sur notre site et aussi sur notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver d'autres replays, peut-être sur des thématiques qui n'ont pas été introduites là dans ce programme de partenariat avec le CRT. N'hésitez pas au quotidien à venir aussi consulter notre contenu sur la chaîne YouTube Google Atelier Numérique pour assister à les conférences en replay et à d'autres conférences live qui sont données quotidiennement sur la chaîne YouTube. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça va être une conférence assez riche en informations. Comme vous le disiez, Coralie, dans le chat, vous êtes totalement libre de prendre en capture d'écran les slides qu'on vous présente, donc n'hésitez pas, de sorte à avoir bien quelques notes par la suite. Voilà, à poser vos questions. Comme je vous disais, ça va être riche. Vous allez prendre un maximum d'informations. L'objectif aujourd'hui, vous n'allez pas sortir expert de la gestion publicitaire en 1h30. En revanche, c'est vraiment d'avoir des déclics de compréhension et de se sentir plus à l'aise et légitime avec bien la publicité. Il faut savoir que donc moi, c'est une thématique que j'affectionne particulièrement puisque je me suis spécialisée vraiment en publicité. Au-delà de mon activité de coach, j'interviens pour plusieurs clients sur la publicité, alors principalement sur la publicité sur Google, mais donc les fondamentaux, les prérequis qu'on va voir aujourd'hui fonctionnent quelle que soit la régie. Donc, quel que soit que vous fassiez de la publicité sur Google, sur Bing, avec Microsoft, ou alors sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur les plateformes de réservation et tout un tas d'autres emplacements possibles. Donc, on va vraiment comprendre le fonctionnement d'une publicité, les prérequis qu'il faut avant de se lancer, avant d'investir les premiers euros, et qu'est-ce qu'on peut faire, sur quoi on va pouvoir jouer pour s'améliorer dans le temps. Donc, tout d'abord, je vous pose la question dans le chat. Quand vous pensez publicité en ligne, quel aspect différent vous en voyez ou vous imaginez par rapport à ce qu'on pouvait connaître de la publicité traditionnelle, la publicité à la télévision, par exemple, ou la publicité sur des emplacements au cœur des villes et tout type de publicité qu'on appelle imprimée. La publicité dans les magazines ou les journaux ou autres. Quelles sont les plus grosses différences et les plus gros avantages du format de publicité en ligne, selon vous?
Alors, Pascal nous dit le ciblage avec Rachel. Oui, effectivement, on va avoir une capacité avec la publicité en ligne de cibler de façon bien précise son audience pour s'assurer, à l'inverse, par exemple, d'une publicité à la télévision où on ne sait pas vraiment à l'intérieur du ménage qui est en train de regarder la télévision. Est-ce que c'est bel et bien mon client potentiel ou est-ce que c'est finalement la mère concernant en fait un article plus pour les ados ou inversement. Donc oui, tout à fait la cible. Alors, maximum de visibilité, Maxime, tout va dépendre effectivement hein, du ciblage, de la zone et d'autres éléments. Donc, ce n'est pas vraiment un élément de réponse. À toute heure, alors effectivement, Ségolène, on va avoir en fait un très bon contrôle sur le moment de diffusion et l'emplacement. Et c'est surtout en fait à l'inverse, on va pouvoir contrôler et mettre en veille lorsqu'on souhaite ne pas diffuser la publicité, lorsque le contexte n'est pas favorable, et jouer comme ça avec une certaine agilité. Chose qu'il est beaucoup plus difficile de faire avec de la publicité traditionnelle, où lorsqu'on choisit des semaines auparavant, soit d'apparaître à la télé ou à la radio, ou alors de faire partir en impression une publicité dans un support physique, si les quelques jours avant, il y a eu s'il y a un grand changement, une pandémie par exemple qui passe par là et bien rien ne sert de faire de la publicité sur l'ouverture d'un commerce physique, eh bien c'est trop tard, on a investi. On n'a pas cette capacité d'agilité et de pouvoir avoir le contrôle sur quel message, à quel moment et sur quel support. Alors, interaction, oui. Partage sur les réseaux, en tout cas, oui. On peut bien choisir de façon personnalisée l'emplacement. On va voir qu'il y a plein de façons différentes de faire la publicité. Ah, enfin, un des mots-clés que j'attendais, qui est donné par Rachel, la possibilité donc de tracking et ce qu'on entend par être la possibilité qu'on va avoir d'analyse et de répercussion en fait de notre publicité. Dans quelle mesure la publicité que vous allez délivrer a été performante pour vous et vous permet d'atteindre vos objectifs. Chose qui est très difficile à capter pour de la publicité imprimée ou à la télévision ou à la radio. C'est beaucoup plus difficile de savoir quels ont été bien le retour sur investissement de la publicité traditionnelle. Or, avec la publicité en ligne, on va réellement pouvoir analyser et ressentir quelles ont été les bonnes pratiques, ce qu'on va pouvoir optimiser. Et c'est la dernière phase qu'on va vous présenter aujourd'hui, de bel et bien introduire de l'analyse, puisqu'autrement, on continue de naviguer à vue. Or, justement, le format en ligne nous permet d'optimiser assez rapidement chacun de nos configurations. Donc, je vois que vous êtes déjà bien sensibilisés, vous avez le bon vocabulaire, vous commencez à avoir les différents critères de configuration, donc c'est parfait. On va passer une bonne session. Donc, tout d'abord, 3 chiffres clés pour introduire la thématique. En 2021, la publicité en ligne a représenté 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, en fait, sur les dernières années, on a eu un pic autant de budget investi qui a dépassé même celui de la publicité traditionnelle et sur d'autres formats, et de chiffre d'affaires recueillis. Et pour le coup, qui a aussi dépassé celui de la publicité à la télévision. Donc, c'est un format par les annonceurs qui plaît beaucoup par ce côté d'agilité et ce côté de performance, d'analyse, etc. La vidéo est le format publicitaire qui a la plus forte croissance, et ce surtout parce que de multitude d'emplacements qui réceptionnent la publicité, donc d'emplacements sur lesquels on va pouvoir faire de la publicité, sont des emplacements de vidéos. On le voit avec les emplacements sur les réseaux sociaux,
On le voit sur les emplacements sur YouTube, par exemple, des formats de publicité de 6 secondes qui se lancent avant la vidéo choisie par l'utilisateur. Et voilà, c'est surtout sur les réseaux sociaux que ce format-là de vidéo s'est démocratisé. Et pourquoi? Parce que c'est un format très interactif et que l'utilisateur, qui plaît beaucoup à l'utilisateur. Et le mobile, bien entendu, est l'un des supports favoris pour la publicité et un support déjà sur lequel navigue selon les secteurs d'activité et les parcours utilisateurs, mais là où naviguent le plus les utilisateurs de nos jours. Donc forcément, la publicité doit être compatible sur mobile. Donc, qu'est-ce que la publicité? Ça consiste à promouvoir un produit, une marque ou un service auprès, comme on l'a vu, d'une audience ciblée. On va pas toutes les femmes en France ne sont pas la cible d'une marque de chaussures. D'accord? On va pouvoir vraiment cibler et c'est étroitement lié au budget. On va avoir vraiment le contrôle sur le budget. On va pouvoir augmenter le budget publicitaire à certaines périodes, le réduire à d'autres et ça, tout dépendra des stratégies. Par exemple, il y a des moments phares sur une année de périodes commerciales très importantes. Alors, par rapport à vous, par exemple, les moments où les pics de réservation pour la période estivale vont se faire, ou des moments par exemple, la Saint-Valentin, là où on sera apte à réserver des séjours touristiques, voilà, ou pour la période de Noël, par exemple. Il y a certaines période saisonnière qui représente un pic de recherche et un pic d'achat côté utilisateur, et bien là, après, tout dépend de la stratégie. Tout à chacun, on va se demander, est-ce que vous souhaitez être visible pendant cette période et alors augmenter le budget, puisqu'on sera dans un contexte concurrentiel un peu plus fort, donc la publicité va coûter un peu plus cher, mais on souhaite être visible, alors on va augmenter le budget. Ou à l'inverse, on souhaite réduire le budget pendant ces périodes-là, puisqu'on sait qu'en fait, assez naturellement, on va profiter de la visibilité d'autres qui mettent en vue notre secteur et notre offre, et on s'attend à recevoir une dynamique naturelle en réduisant l'investissement publicitaire. Ça, c'est vraiment à tout à chacun de faire un choix de stratégie. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est vraiment de se dire que le budget d'une publicité doit être flexible et vous devez vraiment l'adapter à chaque période. Voici un panorama de ce qu'on appelle les régies publicitaires. C'est un grand mot pour illustrer les différents types de publicités qu'on peut faire. Donc là, vous reconnaissez sûrement certaines. Donc, on repère la régie publicitaire de Google, à savoir lorsqu'on veut faire de la publicité sur Google en général. Et là, on entend sur les résultats de recherche, donc les fameux liens, les liens de sites qui remontent en priorité parce qu'ils sont le résultat d'une publicité, mais aussi la publicité sur YouTube, par exemple, qui fait partie de la maison, de la régie Google. On identifie les régies publicitaires des réseaux sociaux, tels que LinkedIn, tels que TikTok, Twitter, Pinterest, et bien sûr Facebook, Instagram en font partie. Et il y a encore plein d'autres régies publicitaires, telles que Taboola, Tids. On pourrait citer aussi donc Microsoft Bing Ads, qui est l'équivalence de Google Ads, mais sur Bing. OK. Donc là, l'idée, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir rentrer dans la configuration précise à l'intérieur de chacune de ces régies, mais la bonne nouvelle, voilà, justement, c'est que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des bonnes pratiques et des connaissances à avoir avant de se lancer, quel que soit le format publicitaire qu'on veut faire.
En revanche, il est très important de différencier la publicité d'un boost ou le fait de sponsoriser une publication. Là, c'est vraiment deux choses différentes. On va commencer par ce qui est généralement le prémisse à une stratégie publicitaire, à se lancer, à faire de la publicité. On va avant, pour se lancer, on va souvent commencer par booster des publications, booster des annonces, booster la visibilité de votre hébergement sur les plateformes de réservation, par exemple. Le boost est un achat de visibilité supplémentaire. C'est-à-dire que lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux ou lorsque vous mettez en ligne votre annonce sur un site de réservation, vous avez de façon naturelle une certaine visibilité. D'accord ? Vous imaginez certaine aura autour de votre contenu. Le boost ou le sponsoring de ce contenu consiste à gagner, à étendre un petit peu le nénuphar de votre visibilité au-delà des frontières, d'accord ? Mais on n'est pas du tout dans le mécanisme d'une publicité qui va considérer d'intervenir, de faire un choix de ciblage, un choix d'objectif et un choix d'emplacement, etc. et de messages personnalisés, d'accord ? En revanche, c'est toujours une bonne première étape, hein, de tester un boost et c'est un peu ce qui va donner envie de travailler, d'en savoir plus sur les techniques publicitaires et de gagner voilà, en visibilité et en performance de conversion par rapport à votre activité grâce à la publicité. Mais en tout cas, c'est vraiment important de séparer les deux. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'entre ces deux résultats, vous pouvez me dire si le premier ou le deuxième, lequel des deux est le résultat d'une publicité? Donc là, me répondre dans le chat. On est face à des résultats de recherche sur Google ou du moins sur un moteur de recherche. Super. À l'unanimité, vous me répondez le deuxième résultat. Bravo. C'est bien le cas. Et on le sait parce qu'on voit la mention annonce. Donc ça, soyez-en sûrs, à chaque fois que l'utilisateur sera face à un résultat publicitaire, un contenu publicitaire, il viendra toujours avec la mention annonce ou sponsorisé ou publicité ou autre. Voilà, tout résultat qui ne vient pas accompagné de cette mention-là, vous pouvez être sûr, certaine, que c'est un résultat naturel, organique, qui est là par le travail notamment de référencement naturel. Même question ici, est-ce que vous pouvez me dire le premier ou le deuxième contenu? Génial, très bonne réponse pour tout le monde. On est bien face à un contenu sponsorisé sur le premier, car on voit juste en dessous du nom de la marque la mention sponsorisé. Et là, c'est plutôt dans le cadre, sur un emplacement sur un réseau social. Ok, parfait. Donc, avec tout ça, comment ça marche? C'est très, très, très important de comprendre comment ça marche pour savoir ce qu'il faut faire pour que ça marche. D'accord? Vous allez entendre parler sûrement de machine learning ou du moins d'algorithmes intelligents qui vont rendre votre publicité performante et vous donner les bons résultats. Oui, on est dans ce cas-là où, que ce soit côté Google ou que ce soit du côté des réseaux sociaux, eh bien, l'objectif de ces outils, de ces plateformes est de vous rendre la tâche la plus facile possible, mais avec des contreparties, avec des performances bien rentables pour vous. Donc, on est dans cette dynamique-là de facilité, mais ça ne peut fonctionner que si vous savez quand même comment ça marche et comment configurer comme il se doit eh bien, vos publicités. Donc, tout d'abord, vous êtes
tout le temps en concurrence avec les autres marques qu'on va appeler annonceurs, les autres personnes qui elles-mêmes souhaitent faire de la publicité. Une publicité va être visible par l'utilisateur sur un certain espace, un certain endroit qu'on appelle un emplacement publicitaire. Et donc, vous êtes souvent, rarement la seule marque à vouloir être visible à ce moment-là sur cet espace publicitaire face à un certain utilisateur au moment de sa recherche, au moment de sa navigation sur Internet. Donc, il y a un système d'enchères pour être diffusé sur un certain emplacement publicitaire à un certain moment. D'accord ? Et ce système d'enchères va être régi par différents critères donc, étroitement liés au budget que vous allez mettre, mais au budget par objectif d'être seulement vu, ou alors l'objectif d'être cliqué, que votre annonce reçoive un clic, ou alors par objectif que l'utilisateur réalise l'action souhaitée. Par exemple, la réservation ou l'appel, que la personne vous appelle pour réserver, ou qu'elle remplisse votre formulaire de contact, ou alors qu'elle réalise un achat sur votre site. Et là, vous voyez que pour l'algorithme, on va pas, c'est comme un peu le sport, hein, on n'a pas, ça ne nous demande pas le même effort de lever le bras que de faire un squat ou de faire un squat avec une barre chargée, d'accord? Avec du poids. Donc là, c'est pareil. Pour les algorithmes, ça ne leur demande pas le même effort d'afficher votre publicité seulement pour recueillir des vues ou pour recueillir des clics. Là, ça demande un peu plus d'effort. Ou alors pour un objectif que l'utilisateur réalise l'action souhaitée qu'on va appeler conversion. Ce n'est pas du tout le même effort de la part de l'algorithme. Et donc, ça ne va pas être de votre côté la même logique d'enchère et de travail. D'accord ? Donc, premier aspect, vous êtes toujours en concurrence avec d'autres pour être diffusé dans les emplacements publicitaires que vous convoitez. Mais la bonne nouvelle est que le budget investi n'est pas du tout le seul critère d'éligibilité pour être sûr d'être diffusé au bon moment face à la bonne personne. Donc, on différencie l'enchère traditionnelle, d'accord, qu'on pourrait connaître dans un système d'enchères classique, où la personne qui investit le plus est celui qui remporte la mise ou remporte l'emplacement. En publicité en ligne, on n'est pas du tout dans cette configuration. L'enchère, le budget investi compte, mais pas que. On va voir que la qualité de l'annonce compte tout autant, et surtout, la qualité du site Internet va compter énormément. Et c'est pour ça que souvent, moi, en coaching, je rencontre des personnes qui souhaitent se lancer en publicité. Eh bien, première chose, je regarde l'état du site Internet. Est-ce qu'il est apte à recevoir de la publicité? Comme on dit, la publicité en elle-même ne peut pas ou n'est pas la seule responsable de la réalisation de l'objectif, donc le fait de vendre, le fait de recevoir des réservations ou des appels téléphoniques. La publicité n'est pas la seule responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a un avant l'annonce publicitaire et il y a un après. Et surtout, au moment du clic, si on tombe sur un site Internet où là, tout dégringole, le message n'est pas bien formulé, il n'y a pas une bonne navigation fluide sur le site, il y a des problèmes techniques ou autres, eh bien, la publicité, elle aura beau avoir été très bien réalisée par une personne tierce, par exemple. Si le site n'est pas convenable, la vente ou la conversion ne se fera pas. Donc, vous voyez, avec le tableau 2 à droite, que c'est
la marque avec l'enchère de 3 € met un score de qualité global. On va le voir par la suite, hein, mais quels sont les éléments qui rentrent en jeu dans ce score de qualité? Il va y avoir votre annonce, il va y avoir tous les critères de l'annonce, le budget, etc., mais surtout la qualité du message en tant que tel et la qualité du site. Okay, donc, la marque avec l'enchère à 3 € remporte l'emplacement publicitaire parce qu'il a un score de qualité de 10. Or, la marque avec une enchère supérieure avait un score seulement de qualité de 4. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle côté budget, mais une contrepartie qui demande de travailler la qualité tout au long du parcours de l'utilisateur et non pas que au niveau de je mets un grand budget, donc c'est bon, ça va fonctionner. Non. Rappel, hein, l'une des règles sur le digital, c'est de favoriser toujours le qualitatif plutôt que le quantitatif. Donc là, on reste dans la même logique. Les algorithmes publicitaires n'ont pas donné toute la valeur à la quantité du budget investi, mais bel et bien à la qualité de l'ensemble. Donc, qu'est-ce qui impacte la qualité d'une publicité? Tout d'abord, là, je vous invite vraiment à prendre en photo ces points récapitulatifs. Tout d'abord, le ciblage et le message. Si je reçois, moi, tout à l'heure, en regardant une vidéo sur YouTube, je suis face à une publicité sur un produit, alors je parle moi personnellement, mais un équipement de pêche, par exemple, même si la publicité sera super, avec un super message, et après, si je clique, que je tomberai sur un super site bien développé, je ne suis pas la cible de ces équipements-là. Donc, je ne vais pas acheter. La publicité ne sera pas rentable si elle est diffusée face à tout le monde. Okay, à l'inverse, si je vois une publicité de maillot de bain pour l'été, ok, potentiellement, je peux me sentir concernée, mais si le message n'est pas accrocheur, si je découvre une marque, mais qu'il n'y a pas un élément qui me donne envie d'aller plus loin, pareil, la publicité ne sera pas efficace à la fin. Si le message est bon, je suis une cible potentielle de la marque, mais il s'avère que la publicité arrive, me gêne en fait dans ma navigation. Je suis en train de lire un article de blog et on m'impose la publicité sur mon écran. Ça me gêne beaucoup dans la consultation du contenu à la base. Je ne vais pas non plus finalement être apte à accueillir la publicité, à écouter le message, et je vais voire même tirer des conclusions hâtives sur la marque en me disant bien qu'elle ne gère pas bien sa publicité parce qu'elle me dérange. Et voilà, donc très important de faire attention au format des publicités, aux emplacements, et de s'assurer qu'elles aient un emplacement agréable pour l'utilisateur. Puis, optimiser vos temps de chargement et l'expérience utilisateur, et bien là, ce sera surtout arriver sur le site. Si en fait j'ai été séduite par la publicité, je clique et là j'arrive sur un site qui met longtemps à charger ou alors où mon expérience utilisatrice n'est pas agréable, je ne vais pas convertir. D'accord? Bien sûr, dernier point, testez toujours pour pouvoir tirer vos conclusions. D'accord? Si une publicité a eu, selon vous, des résultats ou une performance modérée, ne tirez pas de suite la conclusion. OK, mon titre, mon message n'était pas bon, il faut que je recommence et je pars sur un message totalement opposé. Non, c'était peut-être dû à d'autres éléments. Donc, on va voir dans quelle mesure on va faire des tests pour s'améliorer. Donc, que se passe-t-il après avoir gagné une enchère? Lorsque l'algorithme compare votre score de qualité et le budget, l'enchère que vous avez attribuée, alors il diffuse bel et bien votre publicité sur l'espace publicitaire. Et là, l'utilisateur voit tout d'abord votre publicité, c'est ce qu'on appelle une impression.
généralement, vous ne payez pas pour être vu. Vous ne payez qu'au moment où il y a un clic. C'est ce qu'ils appellent, c'est pour ça on parle beaucoup de coût par clic, d'accord? Vous ne payez que lorsque l'utilisateur clique sur votre annonce. Donc, c'est déjà un premier gage de qualité. Puis, l'utilisateur va passer du temps sur le site. Donc là, très important de soigner l'expérience de navigation sur le site et finit par réaliser la conversion, on espère du moins. Et c'est tout l'objectif ultime de la publicité qui est eh bien de générer, d'enregistrer des conversions. Le mot conversion correspond à l'objectif que vous voulez que l'utilisateur réalise. Réserver un logement, vous appeler, télécharger une brochure, remplir un formulaire de contact, etc. etc. D'accord? Donc, on va parler de taux de conversion qui est entre le nombre de personnes qui ont, alors, pour le coup, taux de conversion, on est déjà vers le nombre de personnes qui ont cliqué sur l'annonce, combien ont fini par réaliser la conversion souhaitée. Et on va parler de taux de clic sur combien, sur les 100 personnes, par exemple, qui ont vu la publicité, parmi ces 100 personnes, combien ont cliqué dessus. Okay, on va voir ça par la suite, en détail. Donc, les prérequis. Sur quoi il est très important de travailler pour s'assurer de ne pas mettre du budget sur une stratégie sensible, sur les supports qui ne sont pas optimisés, qui renvoient à l'idée de mettre de l'eau dans un vase percé. Prérequis. Donc, effectivement, être au fait malgré tout de votre budget. D'accord? Il faut savoir que toutes les régies publicitaires ont l'objectif, d'accord, que vous augmentiez votre budget. Tout à chacun, normalement, on va être apte à augmenter le budget à partir du moment où on est rentable. Pourquoi s'arrêter en bon chemin, si je peux dire? À partir du moment où toute votre publicité vous rapporte plus, si ce n'est beaucoup plus que ce que vous n'avez investi, vous serez apte à augmenter le budget. Mais au démarrage, c'est important de définir quand même votre budget pour justement vous rapprocher d'une rentabilité potentielle. Mais là, on vous donne une façon, une technique pour estimer votre budget. Mais malgré tout, c'est toujours… Alors, bien sûr, fixez-vous un plafond à ne pas dépasser. Mais il faut savoir que comme chaque investissement, ça va être très important d'être prêt mentalement à se dire que les premiers jours, ça se compte en jours ou en semaines en fonction de la hauteur du budget, d'accord? Mais que les premiers jours ou semaines sont une phase de test indispensable. Et là, alors, vous allez investir du budget qui, certes, ne va peut-être pas vous rapporter directement de l'argent, parce qu'il n'y aura pas directement la conversion souhaitée, mais vous allez acheter de la connaissance. Vous allez finalement payer pour apprendre. Et ça, donc c'est important de se dire au début, je suis prêt à investir sans pour autant avoir directement la rentabilité souhaitée. D'accord? Mais première façon de se faire une idée sur le budget qu'on va mettre. Donc, il faut se demander quel est votre objectif de chiffre d'affaires. Okay, vous souhaitez le mois prochain générer tant de ventes supplémentaires grâce à la publicité. Quel est le chiffre d'affaires idéal? Puis, sur ce chiffre d'affaires-là, eh bien, en combien de paniers moyens? En combien de réservations? En combien de ventes? En combien de clients? D'accord? Donc là, déjà, par exemple, vous voulez générer 1 000 € avec un panier moyen de 100 €. Donc, en fait, vous cherchez à faire 10 conversions.
10 ventes, 10 réservations, 10 autres. OK. Là, c'est là où c'est important de s'être déjà lancé dans de l'analyse de trafic, par exemple, et savoir un peu la propension sur combien d'utilisateurs qui viennent sur votre site ou sur combien de personnes qui vous appellent, et bien combien sont ceux effectivement qui deviennent clients. Donc, c'est bien d'avoir déjà une idée de votre taux de conversion sur votre site, à savoir, bien voilà, sur 10 visiteurs, il y en a combien qui convertissent à la fin. C'est bien d'avoir déjà cette notion-là, que vous l'ayez sur les statistiques de vos réseaux sociaux ou de votre site internet. Et alors, vous avez déjà une idée de combien de personnes il vous faut toucher pour récolter ces 10 conversions souhaitées. Si vous savez que vous avez un taux de conversion de 33%, d'accord, eh bien, il va falloir s'assurer d'être visible par X personnes, là on est dans des maths, mais X personnes pour être cliqué tant de fois et donc espérer avoir 10 conversions pour générer votre chiffre d'affaires. Là, il y a donc la première notion de coût par clic. Puisque généralement, vous payez pour le clic, c'est intéressant de se dire, OK, donc il me faut 10 clics, enfin, il me faut en fait X clics. Et par exemple, sur ces X clics, je vais avoir un taux de conversion de 3%. OK. Donc, il m'en faut X clics. Combien vaut mon clic? Et là, il y a certains outils qui peuvent vous donner des indications sur les coûts par clic du marché sur certains mots-clés. Parce qu'effectivement, lorsque la publicité fonctionne au coût par clic, eh bien, en fait, c'est au coût par clic par mot-clé. D'accord? Donc, premier outil qui vous donne des indications sur ce coût par clic par mot-clé, c'est l'outil de planification des mots-clés qu'on retrouve à l'intérieur de Google Ads. Donc, Google Ads, qui est la régie publicitaire pour gérer les publicités sur Google. Là, ce qui est intéressant, vous pouvez créer votre compte Google Ads sans lancer aucune publicité, mais pour avoir accès à cet outil de planification. Je vais essayer de vous montrer en image à quoi ça ressemble. Donc là, c'est un peu comme l'autre que je vais vous montrer, hein. Ça fonctionne toujours de la même façon. Vous rentrez le mot-clé principal. Donc là, vous voyez, ça va être à l'intérieur de Google Ads. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà un compte accessible. C'est dans Outils et paramètres. Et là, dans la première colonne, vous avez outils de planification des mots-clés. D'accord? Juste ici. Donc, qui est accessible même si vous n'avez pas encore débuté et lancé vos premières campagnes. Vous cliquez sur le premier, trouver de nouveaux mots-clés. Et là, très simple, hein, donc vous mettez votre mot-clé principal. Donc, par exemple, je vais mettre maillot de bain. Allez, on va se préparer à l'été. L'outil vous recense donc en France. Vous pouvez bien entendu changer ce critère-là. Et voir donc de mai 2021 à avril 2022, tous les mots-clés et les mots-clés supplémentaires hein, autour du mot-clé principal, avec leur volume mensuel et le degré de concurrence. Donc là, on est sur un marché très concurrentiel, forcément. Et voilà, une estimation, et j'insiste vraiment sur ce mot, c'est vraiment une estimation du coût par clic. Donc, en fait, hein, de l'enchère haut de page ou fourchette basse et fourchette haute du coût par clic pour le mot-clé. Donc là, on voit qu'on est sur maillot de bain sur
une estimation d'un coût par clic au plus haut de 87 centimes, le clic. Maillot de bain, une pièce, etc. Donc là, au-delà de vous donner en plus des indications sur le coût par clic, ça vous donne des indications d'idées, d'accord, de mots-clés. Bikini femme, short de bain homme, maillot de bain homme, voilà, maillot de bain, une pièce, etc. OK. Donc, premier outil, l'outil à l'intérieur de Google Ads. Autre outil, c'est celui disponible sur Ubersuggest. Et là, c'est la même chose. Alors là, je vais expressément mettre le même mot-clé pour vous montrer. En fait, on a tant soit peu les mêmes résultats. Sur Ubersuggest, que vous pouvez prendre en photo, noter le nom, et Coralie va vous mettre le lien dans le chat. Merci Coralie. C'est un petit peu long, mais c'est pareil, sur Ubersuggest, vous allez avoir votre mot-clé principal et des mots-clés supplémentaires, secondaires, avec le volume mensuel, une estimation du coût par clic, et surtout, là, ce qui est très intéressant, pareil, alors que c'est un peu plus précis que sur l'outil précédent. Sur l'outil précédent, on avait juste une indication de difficulté élevée, modérée ou faible, pour être visible sur ce mot-clé-là, sur le marché. Là, cette difficulté est exprimée avec un indicateur. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai cherché maillot de bain en haut, d'accord? Vous mettez bien en français en France. Pour le coup, sur cet outil-là, ça recense tous les résultats, non pas que des recherches exprimées sur Google, mais sur tous les moteurs de recherche. Bien que, puisque Google est le premier moteur de recherche en France, c'est pour ça qu'on a des résultats tant soit peu similaires. Pareil, la liste des mots-clés, un volume mensuel, une estimation, donc CPC, coût par clic. OK. Et c'est là où c'est intéressant, l'indicateur de difficulté. Donc, c'est ici. Là, vous voyez PD pour Paid Difficulty, donc la difficulté en payant. Donc là, c'est l'indicateur pour faire de la publicité sur ces mots-clés-là. Et là, en fait, c'est un indicateur de 0 à 100, 100 étant la difficulté maximum. Donc, on voit toujours qu'on est bel et bien, et c'est tout à fait logique, hein, sur un marché et des mots-clés très concurrentiels et où c'est très difficile de faire la publicité en ce moment, forcément, avec un degré de difficulté maximum de 100. Là, c'est très intéressant aussi, parce que vous avez l'indicateur de difficulté à être visible en référencement naturel. En SEO, la difficulté SEO. Donc là, c'est intéressant parce que souvent, on voit que ça va être très difficile de se positionner en publicité. En revanche, si on crée du contenu autour du mot-clé maillot de bain taille haute, eh bien, on voit, moi, je considère qu'un degré de difficulté en dessous de 50, c'est bien. On peut y aller. On peut fournir des efforts pour essayer d'être visible en référencement naturel. Et à l'inverse, des fois, il y a des thématiques, par exemple, si je cherche référencement naturel, il va y avoir des thématiques qui ont un score de difficulté en référencement naturel très haut et en publicité très faible. Je vois pire des fois, hein, mais on voit quand même que là, c'est en SEO qu'il y aurait des difficultés à être visible, et par contre, on fait généralement pas beaucoup de pubs en achetant le mot référencement naturel. D'accord? Donc, des indicateurs faibles. Forcément, là, référencement naturel, définition. Mais là, on pourrait très bien se dire qu'une agence qui propose des audits ou de l'accompagnement de stratégie en référencement naturel, d'acheter et d'essayer d'être visible sur le mot référencement naturel définition, finalement, va lui accorder beaucoup un boost de visibilité. OK? Donc, ces outils-là peuvent vous aider à commencer à estimer un petit peu votre budget
en fonction du nombre de clics que vous voulez recevoir. Ces deux outils, alors l'outil Google Ads, enfin l'outil de planification des mots-clés à l'intérieur de Google Ads est totalement gratuit, accessible à n'importe quel moment, à partir du moment où vous avez votre compte Google Ads. En revanche, Ubersuggest, c'est un outil freemium, à savoir qu'il vous propose 3 recherches de mots-clés par jour avant d'être bloqué pour passer à la version payante. Mais bon, 3 par jour, ça reste déjà intéressant. Ensuite, prérequis numéro 2, je vous disais à quel point l'importance du site internet et des pages vers lesquelles vous allez joindre mener votre publicité. D'accord ? Votre objectif, c'est d'être vu, d'être cliqué et forcément que l'utilisateur arrive sur l'une des pages de votre site. Là, nota bene, faites bien attention de ne pas mettre la page d'accueil par défaut en page de destination, c'est comme ça qu'on l'appelle. La page de destination, c'est la page bien d'arrivée. Quand on clique sur quelle page on arrive, ne mettez pas par défaut la page d'accueil. Mettez bien la page précise qui se rapproche le mieux de la thématique de l'annonce. Et c'est là où ça mérite, des fois, avant de se lancer en publicité, d'aller créer la page en fonction, d'aller créer le contenu sur le site qui est dédié à la thématique pour laquelle on va être visible en publicité. En coaching, par exemple, une fois, j'avais accompagné 2 personnes qui qui proposent des stages de gestion du stress, de développement personnel, etc. à Montpellier en août, par exemple. Enfin, moi, c'était en août. Donc, elle venait faire la publicité pour l'inscription à ces stages-là de 4 jours. Et première chose, il n'y avait pas de page événement ou de page qui présentait le déroulé des stages, l'emplacement, les modalités, etc. sur le site. Or, c'est très important dans la publicité qu'il y ait une cohérence entre ce qui est dit dans l'annonce et la page d'arrivée. Donc là, en fait, je leur ai dit de d'abord créer la page et le contenu pour présenter les modalités du stage et alors elles vont pouvoir mettre cette page-là du site en lien à la publicité. Donc, la logique à retenir, cohérence absolue entre le mot-clé qui est entré. Alors là, c'est davantage pour la publicité sur le réseau de recherche, des moteurs de recherche et des liens, d'accord ? Parce que tout ce que vont être les genres de publicité, par exemple de vidéos intégrées au cours de la navigation de l'utilisateur. Un utilisateur regarde Instagram et d'un coup, il regarde des stories des comptes qui suivent et d'un coup, il voit une vidéo sponsorisée. Bon, là, il n'y a pas cette notion de mots-clés. Pareil sur YouTube, il n'y a pas cette notion de mots-clés. La publicité qu'on appelle display, par exemple, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, lorsque vous naviguez sur des sites, n'importe lequel, et vous avez des publicités tierces un peu avant les articles de blog ou un peu après, sur le côté, en haut, etc. Ces bannières publicitaires, c'est le format publicité display. Bon, là, ce n'est pas directement lié aux mots-clés, d'accord ? Que vous avez cherché recette de smoothie frais pour l'été, vous arrivez sur un article, une page, un site de recettes de smoothie. Bon, là, vous voyez une publicité de maillot de bain. Forcément, la publicité de maillot de bain, vous n'avez pas choisi d'être visible sur le mot recette de smoothie. Ça, c'est d'autres critères, d'accord ? Mais lorsqu'on est dans un type de publicité relatif à des mots-clés, à des requêtes, comme ça peut être le cas sur Le Bon Coin, comme ça peut être le cas sur les outils de réservation, hein. On recherche sur Airbnb, on recherche un logement de type, un gîte avec patio au pied des gorges du Verdon. Là, c'est étroitement lié aux mots-clés. D'accord ? En tout cas, il doit donc avoir une cohérence quasi absolue
entre le mot-clé recherché par l'utilisateur, ce que vous avez mis dans votre annonce, donc au niveau des titres et des descriptions. Donc, en gros, les mots-clés doivent être repris dans les titres et la page de destination, la page d'arrivée sur votre site, qui doit reprendre, elle aussi, toute la thématique. Important, donc, de travailler la qualité de votre site internet, tout le message que vous apportez sur toutes les pages, parce que pareil, peut-être que vous allez faire arriver, suite à votre publicité, vous allez faire arriver sur la page de présentation de votre gîte, mais là, l'utilisateur, ce n'est pas parce qu'il arrive sur cette page-là qu'il va de suite réserver et c'est bon. Non, il va peut-être repasser par la page d'accueil, il va naviguer pour se renseigner. Et là, pareil, si les autres pages ou si la page d'accueil ne reprend pas les bons codes et si la navigation n'est pas fluide et pertinente, eh bien, on va sortir du site et on ne va pas réserver. D'accord? Donc là, par exemple, une bonne façon de travailler le contenu et la présentation de votre marque, c'est de travailler votre proposition de valeur. C'est de s'assurer qu'en quelques secondes et en quelques clics à l'intérieur de votre site, alors effectivement, généralement, c'est à partir de la page d'accueil, mais là, on va pouvoir le dire un peu sur à partir de n'importe quelle page, parce que là, l'idée, c'est que voilà, votre utilisateur qui clique sur une pub n'arrive pas forcément que sur la page d'accueil, mais c'est que la personne comprenne ce que vous proposez, qui vous êtes, ce que vous vendez et s'assurer, se conforter que votre offre répond bel et bien à son besoin. Donc là, évitez de parler, de mettre seulement en avant votre nom de marque et le nom de votre gîte, etc. Parce que ça nous donne pas d'indication sur ce que vous vendez, sur en quoi votre activité et votre offre est mieux que celle des concurrents, etc. Donc, essayez de moins mettre en avant tout ce qui est vis-à-vis de de votre branding, du nom de votre marque, etc. Ça, oui, mais ça vient ensuite. Précisez d'abord ce que vous vendez, qui vous êtes, voilà, qu'est-ce que c'est? Je continue vers les prérequis. On va voir l'importance ultime d'analyse, hein, d'analyser. Donc, installer Google Analytics ou n'importe quel outil d'analyse le plus tôt possible. D'une part, parce que ça va vous permettre de bien connaître vos utilisateurs et d'aller utiliser ces informations-là pour votre ciblage. Et d'autre part, bien entendu, ça va vous aider pour analyser la performance de vos publicités. À savoir que Google Analytics et la plupart des autres outils d'analyse ne sont pas rétroactifs. C'est-à-dire que vous commencez à récolter de la donnée au moment où vous installez l'outil. Si votre site existe depuis 3 ans, mais vous installez Google Analytics qu'aujourd'hui, vous allez commencer au bout de 48 heures à récolter de la donnée, mais vos rapports seront vides. Vous n'allez pas récupérer toutes les informations des 3 dernières années. Donc là, pareil, installez-le le plus tôt possible, même si vous n'êtes pas en projet de faire la publicité le mois prochain, voire même vous n'êtes pas prête à faire l'analyse de données de votre trafic que vous recevez sur votre site. Ce n'est pas grave. Installez déjà l'outil, comme ça, si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes prêt et prête à faire ça, vous avez déjà de la donnée. Prérequis numéro 3, se former un petit peu à la rédaction, se former un petit peu à l'art de construire des messages publicitaires performants. Les publicités qu'on voit à la télé ou qu'on écoute à la radio, il y a tout, il y a des personnes formées, des personnes qui ont fait des études, etc. Derrière pour bien trouver le bon message, trouver qu'est-ce qui va retenir l'attention du spectateur à la télé ou à la radio, qu'est-ce qui va faire qu'on va se souvenir de ce qu'on a entendu, etc. Et bien là, c'est pareil, il y a l'art d'écrire pour le web en général et pour la publicité, qu'on appelle le copywriting. C'est peut-être un terme que vous avez déjà croisé ou entendu, mais donc c'est vraiment l'art d'écrire des messages
pertinents qui vont retenir l'attention de l'utilisateur qui va voir la publicité ou qui va l'écouter. Si c'est une vidéo et que si c'est une vidéo de 6 secondes qui arrive avant une vidéo qu'on est en train de lire et qu'on est, par exemple, on est en train de passer de la musique sur YouTube. Là, on est en version non premium de YouTube, donc on est souvent dérangé par la publicité. C'est pas grave, mais donc on écoute seulement les messages publicitaires. C'est comment la marque va faire en sorte que sa publicité soit plus retenue et capte plus l'attention que l'utilisateur. Donc là, ça vaut le coup de vous faire quelques heures de formation sur le copywriting, quelles sont les bonnes pratiques, les règles pour écrire des messages pertinents, qui accrochent et qui donc donnent envie de cliquer, d'aller plus loin et de faire confiance à la marque et de convertir. D'accord ? Que ce soit en générant une émotion, que ce soit en jouant sur des biais cognitifs comme le biais de rareté, par exemple, le fait qu'un produit ou une offre ne soit valable que pendant une certaine courte durée, que ce soit en jouant sur un fait, sur une information un peu marquante, et après, bien, en jouant beaucoup sur l'écoute. Par exemple, alors, ça se fait un peu à la télévision, mais j'en ai le souvenir sur de la publicité en vidéo sur YouTube et notamment Sephora, je me souviens bien qu'il avait fait ça très bien, de choquer un peu l'utilisateur en stoppant tout son. On entend en fait le petit jungle Sephora au tout début et d'un coup, on n'entend plus rien. Et ça, en fait, c'est l'art inverse de retenir l'attention par le silence. C'est que d'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Et là, du coup, on porte attention. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est cette publicité? Donc, après, on peut jouer voilà, sur plein d'éléments différents pour capter l'attention. Et donc, l'art du copywriting, je vous invite à vous former. Il y a beaucoup de contenus qui sont disponibles et des formations qui sont disponibles gratuitement. Je pense à celle de Live Mentor. Il me semble, Coralie, si tu peux le glisser dans le chat, que Live Mentor propose une formation gratuite sur le copywriting sur leur site. Voilà, peut-être qu'il y en a aussi sur Open Classroom. En tout cas, il y a beaucoup de documentation sur ce sujet, que ce soit des articles de blog, des chaînes YouTube ou autres. Donc, voilà. Prenez quelques heures avant pour vous former à cela. Ici, quelques règles d'or. Votre message doit utiliser des mots clairs, doit aller droit au but, surtout parce que souvent, vous êtes limité en nombre de caractères concernant les titres et les descriptions, donc autant être efficace. Et tout ce qui va être utiliser des résultats chiffrés, des témoignages et utiliser des éléments de réassurance. Par exemple, j'imagine que vous avez déjà vu des publicités qui reprennent toutes les conditions avantageuses de livraison. Livraison offerte à partir de 60 €. Ben ça, c'est un élément de réassurance qu'on ne va pas s'empêcher de mettre en publicité parce que ça donne envie de cliquer. Voilà, réservation. Alors moi, ce que j'aime bien, par exemple, dans le tourisme, c'est lorsqu'on me dit qu'il y a un accueil au gîte ou à l'hôtel ou autre 24 sur 24. Bon, ben ça, c'est un élément de réassurance qui plaît beaucoup. Autant le mettre en avant en publicité et jouer sur l'émotion, sur la curiosité, le suspense, la découverte, etc. Coralie, merci beaucoup. Vous avez mis le lien d'une formation gratuite avec Live Mentor pour se former au copywriting. Les visuels, bien entendu, c'est partie énorme du taux de clic, de la propension à capter l'attention et à faire que l'utilisateur va cliquer. Donc là, que ce soit via une infographie, que ce soit via de la vidéo, bien sûr, très important de soigner ce contenu média, d'accord, statique ou vidéo. Donc là, pareil, je vous invite à vous former à que quelques heures, parce qu'après, vous allez apprendre et puis vous avez aussi
votre bon sens, mais quelques heures pour identifier quels sont les codes du design qu'on a en ce moment, comment mettre en avant un visuel, comment voilà, la vidéo, s'assurer eh bien, en 6 secondes, comment on crée une vidéo qui fonctionne en 6 secondes. Donc voilà, il y a énormément de contenu. Je vous invite à le noter et à le faire. À savoir que si vous déléguez la tâche à quelqu'un de gérer vos campagnes publicitaires, ce n'est pas pris en compte de base la création du contenu. Ou alors, c'est une prestation supplémentaire qui prend du temps supplémentaire. Généralement, on délègue donc à quelqu'un la gestion des campagnes, de la stratégie, mais vous lui fournissez les supports, donc les infographies comme ça, les images, les photos et les vidéos. Que ce soit vous-même qui les ayez fait ou une autre personne qui a plus d'aptitude du design, etc. En tout cas, c'est le contenu est bien sûr hyper important. Alors Pamela, si vous êtes toujours là avant de nous quitter, il y aura un replay qui sera disponible sur le site du CRT. Donc, vous pourrez bien entendu poursuivre cette formation. On continue. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Est-ce que c'est clair pour vous? Merci Cédric pour votre première réponse. Oui, ok, top. N'hésitez pas en tout cas à vous poser vos questions et Coralie pourra m'interrompre. Hein. Donc, allez-y. Le processus, donc, comme toute stratégie digitale, on retrouve eh bien, un état d'esprit finalement agile, cyclique. C'est pas pour rien qu'on représente ces 5 étapes sous format cyclique. On passe son temps toujours à revenir aux premières étapes. On va recibler davantage. On va faire des choix. La publicité, c'est un peu entonnoir. Au tout début, on est là pour apprendre. Donc, on fait large. On ne met pas trop de contraintes à l'algorithme parce que si vous lui donnez un budget faible, une audience très précise et un objectif très difficile à atteindre, la conversion ultime, eh bien, il n'a pas beaucoup l'algorithme, il a une marge de manœuvre très fine et surtout, il n'a pas de quoi apprendre. Or, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est du niveau 2, mais le machine learning, c'est vraiment l'apprentissage par la donnée, le fait que les algorithmes publicitaires apprennent de la donnée accumulée et font mieux avec l'accumulation de cette donnée. Or, pour accumuler de la donnée, encore faut-il avoir proposé à l'algorithme un contexte, un environnement publicitaire qui lui permette d'agir, qui lui permette de diffuser. Donc, au début, comme je vous disais, ça se compte en jours ou en semaines, mais au début, on essaye de ne pas être trop précis. On cible plutôt large, on ne met pas d'emplacement bien spécifique. On est aussi sur des mots-clés larges et une audience voilà, large. Et petit à petit, on voit les performances et là, on exclut ce qui ne fonctionne pas et on commence à rentrer, à affiner l'entonnoir. Et là, l'algorithme, il aura préalablement accumulé de la donnée et il va pouvoir lancer cet apprentissage et donc gagner en performance. Mais si vous ne lui permettez pas d'apprendre, il ne sera pas, il va pas être optimisé, il va pas être performant par la suite. C'est pour ça qu'on passe toujours notre temps à revenir aux premières étapes. Définir votre cible, donc pareil, donc comme je vous disais, apprendre avec des pincettes au tout début. Moi, je vous déconseille de cibler trop. En revanche, l'un des premiers ciblages à faire, et d'autant plus lorsque vous avez quand même un budget limité, c'est de réduire la zone géographique. Oui, c'est bien, vous êtes là pour recevoir des clients de toute la France, mais si vous avez un budget, je dis par exemple sur une publicité sur Google, vous avez un budget de 15, alors attendez, de 10 € par jour pour du national, c'est beaucoup trop faible.
Et là, l'algorithme, à ne pas savoir quoi faire, il ne fait rien, d'accord? Ou très peu. S'il a un faible budget pour une multitude de combinaisons possibles, c'est comme si je vous dis, vous êtes face à bien un amphithéâtre, enfin, vous êtes face à une audience de 100 personnes et je vous dis, vous avez 1 seconde pour me trouver quelqu'un avec une tache de rousseur sur la pommette haute gauche. En 3 secondes, impossible, d'accord? En revanche, si je vous dis, bah, vous avez 1 minute pour trouver des femmes entre 30 et 40 ans, bah, vous allez réussir, d'accord? Donc c'est un peu ça l'idée. Au début, donner un bac à sable à l'algorithme facile, assez large, avec une audience pas trop ciblée, mais si ce n'est en limitant la zone géographique, hein. Donc ne souhaitez pas être visible au national, mais dites-vous par exemple, bah, je commence sur la zone où je sais que j'ai le plus de personnes qui proviennent de cette zone-là, parce que bah, vous avez au préalable installé des outils d'analyse, ou alors sur vos statistiques réseaux sociaux, vous voyez que peut-être vous avez telle zone géographique qui est la plus performante. Bref, mais voilà, et puis petit à petit, vous allez commencer à être rentable, à générer du chiffre d'affaires et vous aurez envie d'élargir la zone. Quoi qu'il en soit, la connaissance de votre audience, vous l'avez par rapport à votre marché, par rapport à ce que vous connaissez déjà. Pareil, vous n'allez pas au début chercher à toucher tous les utilisateurs. Vous ne pouvez pas toucher les familles et les seniors et les jeunes couples et les groupes d'amis qui partent célébrer la fin du bac, etc. D'accord? On va au tout début, on fait groupe par groupe. Une vue d'ensemble des différents critères par lesquels on peut faire du ciblage. Je vais passer aujourd'hui parce que je considère que c'est davantage du niveau 2 ou quelque chose qu'on peut voir en individuel en coaching. Mais voilà, vous allez pouvoir cibler par rapport à des critères d'audience, des critères démographiques, des critères de ce qu'on appelle affinité sur le marché, mais c'est donc de moment, moment au niveau duquel se trouve votre utilisateur au niveau de son parcours d'achat ou de sa maturité à devenir client de votre offre. C'est subtil, mais ça fonctionne avec le machine learning. Ça, c'est vraiment parce que les robots, les algorithmes publicitaires sont performants. Ils arrivent à être performants lorsque vous choisissez un ciblage par affinité sur le marché, mais ne vous embêtez pas avec ça aujourd'hui. Remarketing, hyper important. Pour moi, c'est primordial d'accompagner toujours une stratégie d'acquisition pour acquérir de nouveaux visiteurs sur votre site avec une stratégie de remarketing. Vous allez toucher à nouveau ceux qui, grâce à votre acquisition, ont eu des comportements de qualité sur votre site. Et donc là, vous allez les toucher à nouveau avec un message personnalisé qui va contenir un code promo, qui va contenir un message un peu d'urgence ou autre. Mais voilà, introduire une stratégie de remarketing, c'est vraiment, ça commence vraiment à fermer la boucle en fait de votre stratégie publicitaire. Et d'autres ciblages concernant le contexte d'emplacement publicitaire, à savoir l'endroit, la thématique des sites internet par exemple où vous allez être présente ou des chaînes YouTube ou des thématiques de vidéos avant lesquelles votre publicité va apparaître, ou les stories qui vont, voilà, pareil, les thématiques de stories sur Instagram et autres, les emplacements de sites et les mots-clés. Mais pareil, je passe un peu dessus sur ça aujourd'hui. Étape 2, qui n'est pas des moindres, savoir quel est l'objectif de votre publicité. D'accord? Comme on le disait, la publicité n'est pas responsable en elle-même ou à elle toute seule de la conversion.
d'accord? Mais c'est surtout que chaque publicité n'a pas les mêmes enjeux. Vous allez peut-être faire de la publicité pour, donc vous faire mieux connaître, parce que vous êtes une nouvelle marque, ou alors, eh bien, pour, booster les inscriptions à un événement particulier. Hem, voilà, quels que soient vos objectifs, ils doivent, bien être identifiés avant de créer, votre publicité et de choisir quel type de publicité vous allez faire. Et merci beaucoup, Valérie, pour votre présence et bonne journée à vous. Donc là, la bonne pratique pour chaque objectif, y associer les indicateurs que vous allez analyser pour capter la performance de votre publicité à réaliser, à atteindre l'objectif souhaité. Plusieurs idées d'objectifs qui représentent les fameux objectifs qu'on retrouve tout au long du parcours utilisateur, parcours digital, parcours cycle d'achat. Est-ce que vous allez faire de la publicité Alors, je laisse Coralie répondre aux questions, mais et sinon me poser une question à l'oral. En tout cas, voilà, est-ce que vous allez faire la publicité pour vous faire connaître, pour asseoir votre légitimité, votre professionnalisme et donc créer une relation de proximité avec vos utilisateurs? Est-ce que ce sera vraiment la vente ou la fidélisation? Voilà. Pourquoi c'est important de bien savoir quel est votre objectif? Parce que, eh bien, vous n'allez pas regarder la même chose. Si c'est une publicité pour vous faire plus connaître, bien, vous n'allez pas regarder combien vous avez vendu ou combien de réservations vous avez eues. D'accord? En revanche, si c'est une publicité pour bel et bien vendre, vous n'allez pas regarder le nombre d'abonnés que vous avez eu en plus grâce à cette publicité. Parce que ben, c'est bien beau, mais ça ne vous a pas permis d'atteindre l'objectif souhaité. OK? Julia, Oui. interromps 5 minutes. On est bien d'accord sur le fait que pour faire de la publicité sur YouTube et donc booster des vidéos, on va passer par la régie publicitaire de l'outil. Alors, oui et non. On peut le faire à partir de Google Ads, tout à fait. Ah, je ne savais pas. Ouais. Sur Google Ads, on va pouvoir créer des campagnes vidéo, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, et les gérer directement depuis Google Ads. Ouais. Et ça reste de la campagne, c'est pas du boost. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. Okay. Les vidéos, alors le type de publicité sur YouTube le plus utilisé, c'est par exemple la vidéo YouTube TrueView InStream, qui a un nom un peu bizarre, mais voilà. Donc, qui est la fameuse vidéo de 6 secondes, par exemple, qui va être intégrée avant la vidéo que l'utilisateur veut regarder. Ça, on peut la créer, on peut la gérer depuis Google Ads. OK. Donc, en tout cas, merci pour vos questions, n'hésitez pas. Donc, les indicateurs à regarder, qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators, indicateurs clés de performance. Tout d'abord, la rentabilité de votre campagne. Mais attention, qui dit rentabilité dit chiffre d'affaires, forcément. Or, il y a certaines publicités pour lesquelles l'objectif n'était pas de générer du chiffre d'affaires. Donc ça, votre retour sur investissement, il est à prendre en compte, mais quasiment seulement pour les publicités qui ont directement l'objectif de vous générer du chiffre d'affaires. OK? Attention aussi à bien soigner votre tracking. On n'en parle pas aujourd'hui, c'est quand même du niveau 2, mais vous ne pouvez faire une remontée de chiffre d'affaires et une remontée de performance que si vous avez bien configuré un tracking. Et pareil, s'il y a un peu des failles dans cette configuration de tracking, vous allez avoir des remontées d'informations et de performances modérées ou manquantes. Ben, ça ne veut pas dire que la publicité en elle-même n'était pas bonne. D'accord? Ne tirez pas des conclusions trop hâtives en se disant ben, cette combinaison ne fonctionne pas. Mais si votre remontée d'informations est faillible, ben, c'est normal que vous ne voyez pas les performances attendues. OK? Autre indicateur qu'on regarde, et bien forcément le nombre de conversions
que vous avez eu grâce à la publicité, là, de plus en plus, sur les régies publicitaires, vous avez des conversions à virgule qui remontent. Parce que c'est là où l'algorithme est assez performant. Il va attribuer une partie de la conversion à la publicité, une partie au référencement naturel, une partie aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le parcours utilisateur, eh bien, un même utilisateur qui aura vu une publicité et qui après sera allé sur vos réseaux sociaux et quelques semaines après aura retapé votre nom sur Google et là aura converti, eh bien, la conversion, elle va être accordée à moitié à tel point de contact, à moitié à tel point de contact et à moitié à la publicité. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez des fois des fragments de crédits de conversion qui remontent. Et ensuite, eh bien, tout ce que sont les taux de clic, les taux de conversion, c'est sur 100 personnes qui ont, par exemple, cliqué, combien ont converti. Donc là, c'est le taux de conversion. Et le taux de clic, on remonte à l'étape d'avant sur 100 personnes qui ont vu, combien ont cliqué. Engagement, alors je remonte moi mon petit truc de Zoom parce que c'est sur mon écran. Alors, engagement, oui, d'accord, c'est un peu moins bien formulé, mais c'est important aussi de prendre en compte les conversions après affichage, par exemple, donc après coup, parce que, pareil, l'algorithme est assez intelligent pour capter qu'une conversion ou un certain comportement s'est réalisé suite au fait d'avoir vu, grâce au fait d'avoir vu une publicité auparavant. Étape 3, et on arrive on se rapproche de la fin de la logique. Hein. Tester, comme je vous le disais, c'est impossible, autant pour l'algorithme côté machine learning que pour vous en tant qu'humain, de savoir quelle est la bonne combinaison dès le début. C'est impossible parce que des combinaisons, il y en a concernant le budget, concernant le message, le copywriting que vous avez mis, concernant le visuel, concernant la cible, l'emplacement. Il y a tellement de critères. Tous les critères qu'on a vus méritent à tout à chacun d'être testés et de voir ce qui fonctionne. Et donc, c'est là où c'est peut-être la première règle à accepter avant de se lancer en publicité. On accepte les règles du jeu. On accepte qu'au début, on investit du budget pour apprendre. Si vous déléguez la tâche à quelqu'un, que vous lui donnez un budget et que vous demandez pourquoi à 18h le soir, alors qu'il a mis en place les publicités à 10h le matin, pourquoi vous n'avez pas vendu 5 fois plus, bien, vous n'avez pas le bon état d'esprit encore. Parce que autant la personne que l'algorithme aura besoin d'une phase d'apprentissage qui sera corrélée forcément à une phase de test. D'accord? Enfin, plutôt test et donc apprentissage, et on optimise. La phase de test est indispensable. On va tester plusieurs enchères, plusieurs budgets. On va tester plusieurs visuels, plusieurs messages. Est-ce qu'on joue sur la rareté? Est-ce qu'on joue sur l'émotion? Est-ce qu'on joue sur la preuve sociale, sur le témoignage d'autres clients? Voilà, eh bien ça se teste. D'accord? Et on laisse du temps pour apprendre. Pour analyser et tirer d'autres et faire d'autres tests par la suite. Donc, l'analyse, vous devez prendre un certain temps. Ce temps-là dépend étroitement du délai de réflexion qu'a besoin votre utilisateur pour devenir client. Justement, lorsqu'on est dans le tourisme, d'accord, ça dépend si on réserve un séjour en dernière minute pour se faire plaisir ce week-end. Bon, ben là, le délai de réflexion sera de que quelques jours. Donc là, vous pouvez vous dire, bon, ben, je fais une phase d'apprentissage assez rapide parce que là, je suis sur faire de la publicité sur un produit, une offre, par exemple, week-end, 2 nuits
ou une nuit, un petit déjeuner, donc forcément plutôt une offre week-end, et là vous vous dites, bon, ben, je suis face, j'ai envie de promouvoir ce combo-là, ce produit-là, et donc je considère que je suis dans un délai de réflexion côté client plus court, pour une nuit et la nuit et le petit déjeuner. En revanche, si c'est pour recevoir des réservations pour la location d'un bungalow pour les vacances d'été, bon, ben là, peut-être que l'utilisateur, il va mettre 6 mois à faire son choix, et il aura besoin de revenir souvent sur le site et voilà, avant, et prendre un délai de réflexion plus long. Donc, vous devez prendre en compte ce délai de réflexion dans votre temps d'analyse, dans votre phase d'apprentissage. Aussi, en fonction du budget. Si vous avez mis un petit budget, l'algorithme et vous-même, vous allez mettre plus de temps à apprendre. Si vous avez mis un plus gros budget, l'algorithme va avoir plus de quoi s'amuser, hein, si je peux dire, mais plus de quoi faire dès le début. Et donc, il va faire une remontée d'informations plus rapide et sera en capacité d'apprendre et d'optimiser plus rapidement. D'où l'importance, des fois, une des stratégies va être d'investir un petit peu, de mettre un peu de budget au début pour apprendre le plus vite. Et après, on affine le budget, on le réduit parce qu'on sait que là, on commence à être dans un scénario affiné et qui fonctionne mieux. Et donc, je peux réduire le budget. Étape 5, on optimise. D'accord? Donc là, on revoit notre ciblage, on revoit notre contenu, on revoit la page de destination sur le site internet. On se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas une cohérence exacte, le message n'était pas clair, il y avait des problèmes techniques, de fonctionnalité, etc. On travaille à nouveau sur tout ça, on optimise et pour aller toujours gagner des gains de performance. Ça va pour toutes les stratégies digitales. L'emailing, la création de contenu sur les réseaux sociaux, mais en naturel, hein, pas en publicité. Ça va pour lorsque vous faites des refontes de votre site internet, que vous travaillez vos contenus, ça va tout le temps, d'accord? On comprend, on identifie notre cible, on comprend ses besoins, on comprend le message qu'elle a besoin pour retenir son attention, puis pour la convaincre et la séduire. Puis après, donc, on fait des tests, des phases de tests, d'analyse, et on optimise, et on revient, et on refait. D'accord? OK. Julia, tu as une question concernant AdBlock Oui. et l'impact en fait de ce genre d'outils sur les résultats de recherche, etc. Alors, très bien et très, très bonne question. C'était ce que je vous disais tout à l'heure concernant la qualité du tracking. Effectivement, donc pour une meilleure qualité web, etc., eh bien, il y a plein de façons, hein, qui ont été proposées aux utilisateurs pour réduire le dérangement lié à la publicité, que ce soit en utilisant donc des adblocks qu'on configure sur notre navigateur pour ne plus être du tout dérangé par les espaces publicitaires, enfin, par les contenus publicitaires, ou alors que ce soit les fameux messages qu'on a sur nos smartphones, ou la gestion des cookies qui nous dit est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on refuse d'être traqué pour qu'on puisse nous adresser un contenu publicitaire personnalisé. Toutes ces nouvelles libertés proposées à l'utilisateur réduisent déjà, d'une part, les chances d'être visible, parce qu'effectivement, vous ne serez pas visible face à une personne qui a mis en place un adblock, d'accord? Et voire même, vous ne pourrez pas, votre publicité ne sera pas visible par les utilisateurs qui, se rapprochent le mieux de vos utilisateurs cibles, s'ils ont décidé de ne pas être traqués en fonction de leurs préférences, en fonction de leur profil, d'accord? Donc ça, c'est bien sûr un droit qu'a l'utilisateur. Moi, ici, si je peux vous en faire une certaine sensibilisation, les cookies et justement les publicités, moi, je considère qu'ils ne sont pas censés être là pour déranger l'utilisateur,
lorsqu'elles sont bien faites. D'accord? Or, on voit que la remontée d'informations, pour faire mieux les choses, on a besoin de remontée d'informations. On a besoin des statistiques. Le fait de recevoir la publicité, si elle est bien faite et si elle est faite, et voilà, elle est faite pour nous, qu'elle nous correspond et qu'au passage, on reçoit un code promo, j'ai envie de dire tant mieux. Donc, ne voyez pas, vous aussi, en tant qu'utilisateur et prise, ne voyez pas toujours à mal le fait d'accepter des cookies, le fait de recevoir la publicité. D'une part, eh bien, parce que, alors voilà, vous pouvez choisir les sites, vous pouvez choisir avec des valeurs et favoriser les sites ou les marques françaises en local, ou voilà, ou toutes les offres qui correspondent à la consommation, qui correspondent à vos valeurs. Mais lorsque c'est le cas, eh bien, laissez les marques recueillir des informations, laissez les marques apprendre de leur marché pour pouvoir justement être en capacité de diffuser des publicités performantes avec le bon message au bon moment. D'accord? Vous, en tant que lorsque vous faites vos publicités, la qualité du tracking que vous allez mettre en place et cette capacité, malgré tous ces blocages côté utilisateur qui perturbent la remontée d'informations, eh bien, est très importante pour justement pouvoir estimer si le budget que vous avez investi et la publicité que vous avez mise, enfin, que vous avez créée, eh bien, est performante ou pas. Parce que, eh bien, voilà, vous allez être face à des utilisateurs qui perturbent beaucoup cette remontée d'informations. Donc, c'est important de passer du temps et investir un certain argent pour la qualité du tracking. On n'a pas du tout vu ça aujourd'hui. Ça reste un niveau 2, mais gardez-le en tête. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. On revient un peu sur les informations de notre programme Google Atelier Numérique. On revient pour des prochaines conférences avec vous, le CRT, en septembre, octobre et novembre. Mais d'ici là, si vous souhaitez encore, enfin, vous avez encore du temps de formation, vous pouvez retrouver notre contenu sur notre chaîne YouTube. Tous nos lives donnés au quotidien, on en donne 3 par jour sur des thématiques variées. On a plus de 60 thématiques et certaines thématiques sont disponibles en replay aussi. Pascal, idée du budget, tout dépend de ce que vous voulez promouvoir comme bien ou service. Tout dépend de votre marché. Est-ce que vous êtes un marché hyper concurrentiel ou pas? Forcément, tout dépend de la zone. Si vous me dites que vous voulez absolument faire du national, être visible au national, ben, je vais te dire que commencer un budget de 20 € par jour, ben oui. Après, tout dépend de la nature de la publicité. Une publicité qui est là pour la notoriété de la marque est moins chère qu'une publicité qui est là pour la conversion. D'accord? Parce que pour de la notoriété, bah, l'utilisateur, il est moins apte à devenir client directement. Donc, forcément, la publicité est moins chère. Donc, tout dépend, tout dépend, tout dépend. Coralie vous a remis les informations concernant notre programme. En tout cas, eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Il n'y avait pas beaucoup de questions, mais je considère que, parce que voilà, vous étiez en prise d'information. Encore une fois, vous ne pouvez pas devenir expert de la thématique aujourd'hui et on n'est pas rentré dans la configuration précise, mais c'était surtout pour se préparer à investir intelligemment en publicité. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'atelier. Merci beaucoup, Julia et Coralie. Et merci à tous d'être, vous avez été quand même plus de 70 personnes à assister au live. Pour ceux qui regarderont les replays, ben, vous pouvez les commenter ou sinon nous envoyer un mail. Non seulement pour nous faire part de l'intérêt pour vous de ces sujets-là, mais aussi pour en suggérer d'autres, puisqu'on est en train de développer le programme des formations et on voudrait que ça colle vraiment à vos préoccupations. Là, par exemple, on a parlé beaucoup de publicité en ligne, on pourrait le développer pour les réseaux sociaux et rajouter des sujets un petit peu plus précis sur telle ou telle thématique. Donc, bah, n'hésitez pas à nous le dire via les commentaires ou nous envoyer un mail tout simplement au CRT. Voilà, ben, je vous souhaite du coup un bon appétit, c'est fini. Merci beaucoup, à bientôt et puis bonne saison à vous tous. Bonne saison à vous. Merci Frédéric pour encore l'opportunité qu'on intervienne. Et puis merci Coralie pour la modération du chat. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.